à l'ordre du jour de la présente session qui, comme à l'accoutumée, démarrera ses travaux proprement dits par la présentation de mon rapport d'activité pour la période du 1er avril au 30 septembre 2024. Il a également inscrit l'examen et le vote de 12 autres projets de loi ainsi que de 4 propositions de loi qui, dans le cadre de la poursuite des réformes engagées par le gouvernement, contribueront à moderniser les outils de gestion de notre État ou améliorer le fonctionnement de certaines institutions. Et il me paraît quelque peu fastidieux de présenter ici le projet d'ordre du jour de la session, d'autant qu'il est appelé à évoluer selon les impératifs du gouvernement et du Parlement. Néanmoins, il me plaît de citer quelques-uns inscrits à notre agenda. La présentation du rapport d'activité du président de l'Assemblée nationale couvrant la période allant du 1er avril au 30 septembre 2024. Le projet de loi portant autorisation d'adhésion à l'acte de 1991 de la Convention internationale de la protection des obtentions végétales UPOV, adopté à Genève le 19 mars 1994. Le projet de loi portant statut du barreau de la République du Bénin. Je pense que cette fois-ci, ça pourra passer. Ça fait plus d'une décennie que ça tourne et ça revient. Le projet de loi portant autorisation d'adhésion au protocole facultatif se rapportant au pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels adopté à New York le 10 décembre 2008. Le projet de loi portant organisation de l'exercice en clientèle privée des professions médicales et paramédicales de santé humaine en République du Bénin. Un vieux dossier qui est encore revenu. J'espère que cette fois-ci, on pourra... Mais c'est un projet de loi, donc ça dépend du gouvernement. Honorables députés et chers collègues, avec l'agenda des sessions qui est généralement chargé, je peux sans risque de me tromper, présumer que celle qui s'ouvre ne sera pas de tout repos. Aussi, voudrais-je compter sur votre sens de responsabilité et votre disponibilité habituelle afin que la moisson soit abondante à l'heure du bilan, car c'est ce que le peuple béninois, dont nous sommes les représentants, attend légitimement de nous. En effet, quand l'œuvre des meilleurs chefs est achevée, le peuple dit « c'est nous qui avons fait ça », disait le philosophe chinois Lao Tse, plus de 5 siècles avant notre ère. C'est sur cette note d'espérance et d'espoir que je voudrais clore mon propos en renouvelant mes sincères remerciements à tous nos illustres hôtes et déclarer ouverte la deuxième session ordinaire de l'année 2024 de l'Assemblée nationale du Bénin. Plein succès à nos travaux. Vive la démocratie, vive le Bénin. Je vous remercie pour votre aimable attention. C'est des impressions de joie parce que le président a appelé à la paix, à l'amour. Le président nous a rappelé par rapport aux risques que vit le monde d'aujourd'hui. Et notre pays appartient à un ensemble. Donc nous ne pouvons pas vivre en vase clos. Nous devons tenir compte de ce qui se passe ailleurs et souhaiter que chez nous, ça continue de s'améliorer. Et donc le discours d'amour du président est le bienvenu et ça s'adresse à tous les Béninois. Cultivons l'amour. On y gagne tous. Le mot reine qu'il a utilisé, qu'il a sorti, la reine ne fait jamais du bien. Et nous, en tant que députés, nous sommes interpellés dans nos actions, dans nos réflexions, afin que réellement, si effectivement
Il y a la reine dans le cœur de chacun d'entre nous. Nous essayons vraiment de l'assouplir, de l'amoindrir, afin que réellement l'amour puisse prendre l'envol, pour que réellement la mission à nous confier par le peuple béninois soit bien accomplie. Il a beaucoup mis l'accent sur le coup d'État raté, qu'il a souhaité que nous tous, on travaille dans la solidarité et ne pas tenter à la tentation pour que notre pays puisse avoir la paix pour pouvoir évoluer. Je suis vraiment aussi dans la joie parce que j'ai constaté que tous les députés étaient présents, presque. En même temps, il a profité pour nous faire savoir qu'il y a un boulot qui nous attend parce qu'il a essayé de décliner de façon ramassée, synthétique, les points inscrits à l'ordre du jour à cette session en marge des activités du budget de l'État que nous avons à faire. Donc, je crois que c'est un discours vraiment qui tient la route. Si le président fait allusion à des critiques qui sont faites à l'action gouvernementale, il est passé à côté de la plaque. S'il fait allusion à des critiques qui sont faites de sa gestion de l'Assemblée nationale, là encore, il est passé à côté de la plaque. Ce qui préoccupe les Béninois aujourd'hui, ce n'est pas une haine qui existerait entre députés ou entre députés et présidents de l'Assemblée nationale, c'est comment ils mangent à leur faim. C'est comment on donne des salles de classe aux enfants dans les écoles. C'est comment les enfants ont des maîtres. C'est comment les enfants ont des agents de santé et les parents ont des agents de santé pour les soigner. C'est comment ils ont les moyens pour acheter des médicaments. C'est le sens de notre présence ici au Parlement. Il a eu le courage, quoi qu'on dise, d'en parler. C'est ce que beaucoup pensent bas, que le président essaie de dire à haute voix. Par ailleurs, le budget de l'État pour la gestion 2025 est en hausse de plus de 10% par rapport au budget de 2024, avec près de 40% quand même qui sera consacré au volet social. Et je pense que c'est à l'actif du chef de l'État et il ne fait que confirmer sa volonté à éloigner le Béninois de la souffrance. Je vais souhaiter quand même à la fin, au moment où le budget sera voté, qu'on nous dise que le retour de la gratuité de la dialyse est revenu, que c'est dans le budget. Il est temps que le gouvernement accepte. Il est temps que les députés nous accompagnent, tous bords confondus, pour qu'on fasse ce combat, pour que la dialyse redevienne gratuite. L'Union nationale des médias en ligne du Bénin, UNAMEL Bénin, a tenu ce vendredi 25 octobre à Grand Popo sa deuxième assemblée générale extraordinaire au titre de l'année 2024. Cette AG intervient juste après un atelier sur le contenu des cahiers de charges et de la convention avec la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication RAC. La séance a permis au président du bureau exécutif de l'association Barnabas Orokuma de faire le point des activités menées au cours de ces derniers mois. L'Assemblée générale extraordinaire se justifie par le fait que au sein du bureau exécutif, nous avons mené un certain nombre d'activités qui méritaient la validation de l'Assemblée générale. Nous avions mené certaines démarches qui, pour leur progression, pour l'évolution des dossiers, il fallait recueillir l'aval de l'Assemblée générale. C'est pourquoi nous avons convoqué ces assises à Grand Popo qui nous ont permis d'aborder ces différents points. Premièrement, nous avons fait le rapport de notre tournée que nous avons organisée auprès de plusieurs institutions et organismes internationaux. Et nous avons également fait part des conclusions issues de cette tournée, et des recommandations et d'un certain nombre de dossiers qui nous ont été demandés par plusieurs organisations. Nous avons recueilli l'aval de l'Assemblée générale pour poursuivre les négociations avec certains partenaires. Les membres de l'UNAMEL Bénin présents à cette AG ont eu droit à 2 communications. Ils ont été entretenus sur l'intelligence artificielle et ont assisté à la présentation des offres et avantages de la plateforme de monétisation Un seul mot. Utiliser l'IA dans le sens où ça va vous aider à corriger les fautes, ça va vous aider à faire peut-être de la recherche, mais ça ne remplace pas le travail journalistique de mon point de vue.
à savoir que vous allez faire aujourd'hui, à l'aide donc de l'infopollution, de l'infobésité, vous devez faire trop de recoupements, trop de triangulation pour vous assurer que l'information que vous voulez donner est une information exacte, vérifiée, etc. L'autre élément, c'est de voir dans quelle mesure l'IA va être utilisée aussi pour vous aider à détecter les gens qui vous plagient. Si vous voulez, l'IA aussi, c'est en fait ça. C'est une machine qui est entraînée, un peu comme un cerveau humain. Vous pouvez créer au sein de l'UNAMEL une base de données de tous les médias en ligne, en termes notamment les webzines, parce que chez vous, vous avez les webzines, vous avez les web radios et vous avez aussi les web télé. Vous faites en sorte que vous avez une base de données commune. Et dès lors que, même entre vous, vous êtes sûr que ce papier qui est publié, il est nettoyé, il n'est pas de l'IA tout simplement, et c'est déjà dans votre base de données commune. Ensuite, si quelqu'un d'autre en dehors de vous publie un de vos tests, vous mettez ça dans la base, ça va signaler qui vous a copié. Et vous pouvez tenter des procès. Moi, je voudrais, la lutte que vous avez prise, en disant nous on est légalisé, etc., il faut continuer ce cheminement-là pour assainir un peu votre travail à partir aussi des outils IA qui existent. UNAMEL Bénin a reçu à cette occasion l'adhésion de 4 nouveaux membres au sein de l'Union, ce qui porte désormais le nombre des membres de l'UNAMEL Bénin à 35 sur 52 médias en ligne autorisés au Bénin. Il y a un adage qui naturellement dit que seul on va vite, mais ensemble on va loin. Je le dis parce que il faut battre le fer quand il est chaud, raison pour laquelle nous saluons l'entrée de ces nouveaux organes au sein de l'UNAMEL, puisque c'est un bébé né avec les dents, si on peut s'exprimer en ces thèmes, et nous les encourageons, justement, nous leur souhaitons la bienvenue et à bras ouverts, justement, ils sont accueillis et ils ont l'obligation de faire comme chez eux pour que les objectifs qui sont visés soient atteints de façon commune. Les médias sociaux, plateformes virtuelles permettant l'interaction et le partage d'informations occupent une place importante dans la société moderne. Ces réseaux sociaux offrent un espace virtuel où les individus partagent des idées, des informations et interagissent. Il est observé que certains jeunes publient et partagent tout sur les réseaux sociaux, qu'ils soient bons ou mauvais. Des citoyens rencontrés dans la ville de Cotonou nous livrent leur impression. À cause du monde dans lequel nous sommes aujourd'hui, la digitalisation ou bien à cause en tout cas de la tendance d'aujourd'hui, par exemple, je prends un exemple simple. Quand vous postulez quelque part, il y a ce qu'on appelle l'enquête de moralité. Admettons que tout ce que vous publiez sur Facebook, ou bien sur TikTok, ou bien en tout cas tout ce qu'il y a comme réseaux sociaux, il suffit qu'ils aillent chercher parce que sur Facebook ou bien sur Internet, il y a ce qu'on appelle l'empreinte numérique qui est là. Donc, même si vous supprimez le truc, ça ne part pas définitivement. Les publications que les gens font peuvent toutefois les rattraper demain. Parce que c'est pas tout qu'il faut publier. Il faut publier ce qui est juste et instructif. Et parfois, quand je vois les gens publier des choses qui tirent vers la dépravation, ça me cœur, ça me fait mal. Ça me fait mal. Mais est-ce que pour ça, on va interdire aux gens de ne pas aller sur les réseaux sociaux? Je m'en vais pour donner un exemple. J'étais sorti un jour avec ma fille aînée et on était allé à la plage pour manger. Une dame dans le quartier qui ne me connaissait pas, parce que je ne suis pas souvent à la maison, a vu la petite fille, puisque c'est une fille de 14 ans, mais elle est à la caille quand vous la voyez. Si on dit qu'elle a 14 ans, elle dit non. Mais puisqu'elle a vu un vieux babu avec la babuchette blanche, avec une petite fille, en laissant la maman, elle a fait la photo, notre photo, qu'elle a envoyée directement à la maison à ma femme. J'étais là quand ma femme m'a appelé et dit « Tu es où avec ta fille ?» Nous sommes à la plage. Il faut ouvrir ton WhatsApp. Je vois la photo et je présente la photo à ma fille. Ma fille dit « Papa, je sais qui a fait ça. »
Comment toi tu peux voir des gens assis et faire leurs photos que tu vas envoyer? Tu connais la peine de ce que tu viens de faire. L'acte que tu viens de poser là, tu connais sa peine. Et le monsieur me dit, moi je suis juriste. Heureusement pour toi que le monsieur a pris conscience et patience, il est venu vers nous. Sinon, s'il appelait la police, imaginez-vous que celle avec qui j'étais n'est pas ma fille et qu'elle envoyait cette photo à la maison. Le scandale que ça pourrait se poser. Ça fait l'une des conséquences de pourquoi on ne doit pas tout poster sur les réseaux sociaux. Et je le réitère encore, avant de poster quelque chose sur les réseaux, il faut voir, étudier si ce que je vais envoyer est instructif. Est-ce que ça peut enseigner, quelqu'un peut attirer un enseignement dedans, ça peut instruire quelqu'un sur un plan donné avant de poster. S'ils vont chercher sur les réseaux sociaux pour savoir si vous avez une bonne moralité ou bien pour voir ce que vous avez l'habitude de publier sur les réseaux sociaux. On peut voir par exemple, vous avez publié, vous étiez dans un bar en train de prendre de la chicha ou bien, en tout cas, tout ce qui peut vous compromettre à l'avenir. Donc, tout ça entre en ligne de compte. La plupart des gens ne perçoivent pas cela. Et ils ne regardent pas l'avenir, ce que ça peut causer ça peut les causer. Donc, je pense que, en tout cas, de mon point de vue personnel, je pense que ce n'est pas une bonne idée. Une utilisation éclairée et réfléchie d'un réseau social est essentielle pour une vie numérique équilibrée. C'est devant une grande foule qu'Emmanuel Adebayor a foulé la pelouse une dernière fois à l'occasion de son jubilé. Un moment d'émotion, de célébration et de reconnaissance. Il était entouré par une myriade de vieilles gloires du football africain. Heureux de partager ce bon moment avec mon jeune frère Chéri Adebayor, qui a servi notre beau continent. Comment ne pas le célébrer? I'm very proud of Ade. Je suis très fier d'Adebayor. C'est une personne merveilleuse. Le peuple togolais l'aime, nous l'apprécions et il y rend l'Afrique fière. We appreciate him and he made Africa proud. Ancien attaquant de clubs prestigieux tels qu'Arsenal, Manchester City, Real de Madrid, Adebayor a marqué l'histoire du football. Il a joué dans 10 clubs en 25 ans. Il a participé à la Coupe du Monde 2006 en Allemagne et a remporté le Ballon d'Or africain en 2008. Adebayor totalise 88 sélections nationales avec les éperviers du Togo. Une carrière aboutie. Il fait partie des meilleurs joueurs du Togo et de l'Afrique, puisqu'aujourd'hui, c'est une légende du football pour le Togo. Naturellement, on le prend comme, disons, le meilleur footballeur du Togo des temps modernes aujourd'hui. Il faudra quand même le reconnaître. Au-delà de ses exploits sportifs, Emmanuel Adebayor s'engage activement pour des causes humanitaires. Sa fondation œuvre pour l'agriculture, l'éducation et le développement des jeunes au Togo. And I'm also focusing on empowering of the women, empowering of the youth. Je me concentre également sur l'autonomisation des femmes et des jeunes. Ces populations vulnérables, ils ont besoin de notre voix pour se défendre. Ils ont besoin de notre force. C'est pourquoi nous sommes là. Ce sont des axes sur lesquels nous nous concentrons. Bien sûr, l'agriculture. Donc pour moi, nous devons trouver un moyen d'avoir une agriculture durable. Les festivités du jubilé d'Emmanuel Adebayor ont été mémorables. La mobilisation des invités, des sportifs et de tous les Togolais témoigne de la contribution inestimable de ce grand joueur au football et à sa communauté. Noël Tadegnon à Lomé pour Africa News. Le Sénégal attend la révision de son programme avec le Fonds monétaire international. Le pays d'Afrique de l'Ouest sollicite cette révision après l'audit de sa situation financière commandé par les nouvelles autorités. Il prenait en compte le dernier quinquennat de Macky Sall. Ces conclusions sont alarmantes. Un déficit budgétaire de 10% du PIB, soit près du double des 5,5% initialement déclarés. Le ratio dette PIB fin 2023 atteint plus de 80% contre 73% annoncés précédemment. Des données au rebours donc de celles prises en compte lors de la conclusion du programme d'aide de 1,8 milliard de dollars en 2023 entre Dakar et l'institution de Bretton Woods. Face à la nouvelle donne, les autorités jugent ce programme caduc, d'où sa suspension. Le gouvernement sénégalais attend désormais la conclusion d'un nouvel accord avec le FMI au plus tard au premier trimestre de l'année prochaine.
L'UNICEF a exprimé une profonde inquiétude face à la situation sécuritaire et humanitaire au Soudan, où les combats incessants entre les paramilitaires et l'armée soudanaise continuent de mettre en péril la vie de plus de 8 millions de personnes. Par ailleurs, 775 000 autres sont désormais menacés de famine. La crise au Soudan, bien qu'elle se déroule sous nos yeux, reste largement ignorée et ne doit pas être reléguée à l'oubli. Il s'agit de la plus vaste crise de déplacement au monde, avec une insécurité alimentaire atteignant des niveaux presque inédits depuis une génération. Si nous n'agissons pas et ne prêtons pas attention à ce qui se passe au Soudan, de nombreuses vies seront perdues. Il est urgent de tirer la sonnette d'alarme. Le Soudan a besoin du même niveau d'attention que Gaza et le Liban. Today, Sudan needs the same level of attention as Gaza and Lebanon. L'insécurité persistante complique les efforts de secours, rendant encore plus difficile la protection et l'assistance aux personnes vulnérables. Le Soudan est également aux prises avec plusieurs épidémies, dont le choléra qui a déjà causé plus de 700 décès et infecté plus de 27 000 personnes, d'après les autorités sanitaires locales. L'UNICEF est sur le terrain, travaillant sans relâche pour répondre aux besoins urgents des enfants et de leurs familles, mais nous pouvons faire plus si nous avons l'accès et la présence nécessaires. Selon l'ONU, environ 25 millions de personnes, soit plus de la moitié de la population du Soudan, devraient faire face à une famine aiguë cette année. La Turquie entame sa mission d'exploration de pétrole et de gaz naturel dans les eaux territoriales de la Somalie. 3 zones offshore d'une superficie de 15 000 km² en tout seront forées par le navire de recherche Oryx Reis. Il a accosté vendredi dernier au port de Mogadiscio. La mission de prospection devrait durer 7 mois et permettre de relever des données sismiques capables d'identifier des zones à forte concentration d'hydrocarbures. Les eaux somaliennes abriteraient 1/10 des réserves de gaz et pétrole, soit 30 milliards de barils. Cet accord d'exploration d'hydrocarbures passé en mars dernier entre les deux pays devrait permettre à Mogadiscio de bénéficier en contrepartie d'une protection de ses côtes. Plusieurs bâtiments de la marine turque seront déployés à cet effet pendant les recherches. Le président français est arrivé au Maroc lundi pour une visite d'État de 3 jours. Emmanuel Macron a rendez-vous avec les dirigeants du pays nord-africain pour des échanges sur des partenariats commerciaux, le changement climatique et l'immigration. Le chef de l'État français s'entretiendra avec le roi Mohamed VI et le Premier ministre Aziz Akanouche, puis il s'exprimera devant le Parlement marocain. Cette visite intervient quelques mois après que la France a clarifié sa position en faveur de la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental par une déclaration précédée d'investissements massifs. En 3 jours, Emmanuel Macron et le roi Mohamed VI entendent sceller leur réconciliation à Rabat. Le chef de l'État français arrive accompagné de 9 ministres, dont ceux de l'économie et de l'intérieur. Le Maroc est la première destination des investissements français en Afrique et la France la première partenaire commerciale du Maroc. Le Commonwealth appelle ses membres à œuvrer en faveur de la protection des océans menacés par le changement climatique. L'organisation a lancé cet appel dans sa première déclaration sur le sujet samedi à Apia lors de la clôture de sa 27e réunion des chefs du gouvernement. Alors que 49 de ses 56 pays ont un littoral. Face à ces changements qui menacent l'existence même de certains de ses membres, l'organisation veut mettre l'accent sur la reconnaissance des frontières maritimes dans le contexte de l'élévation du niveau de la mer, sur la protection de 30% des océans et la restauration des écosystèmes marins dégradés d'ici à 2030. Dans cette quête de résilience, la ratification du traité sur la biodiversité en haute mer, l'élaboration des plans d'adaptation au climat côtier et le renforcement du soutien aux économies bleues durables sont attendus.
raid sur un hôpital vendredi dernier. L'armée dit avoir procédé à l'arrestation d'une centaine de terroristes du Hamas, ce que démentent les autorités sanitaires. Par ailleurs, l'Organisation mondiale de la santé a accusé Israël de détenir au moins 44 membres du personnel hospitalier. Un autre établissement sanitaire qui prenait en charge environ 200 patients a également été gravement endommagé lors d'un raid. Dimanche, le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi a proposé une trêve de 2 jours à Gaza qui pourrait ouvrir la voie à un cessez-le-feu à long terme alors que les bombardements israéliens se poursuivent. La proposition d'Al-Sisi comprend l'échange de 4 prisonniers israéliens détenus à Gaza contre des prisonniers palestiniens.